Bonjour à toutes et à tous. Il y a dans notre paysage industriel des acteurs qui ne sont pas forcément connus du grand public et qui sont pourtant de véritables diamants de la tech, de la R&D, l'innovation, avec des clients aussi prestigieux que la NASA, Airbus, des ministères de nombreux pays et plein d'autres. Bertin Technologies, c'est un de ces diamants dont les centres de décision sont répartis sur plusieurs sites en France et notamment à Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, j'ai posé mon micro bleu face à Bruno Valaillé, PDG de Bertin Technologies, pour parler de la marque, bien entendu, mais plus particulièrement de l'utilité de la qualification de la mission de la marque dans un domaine qui, a priori, n'en a pas besoin. Bienvenue dans 30 minutes de Marque au Soleil, le podcast qui met en lumière les marques créées dans le Grand Sud. Elles sont nombreuses, ces grandes marques créées au sud du périphérique parisien, connues ou inconnues du grand public et que nous côtoyons au quotidien. Je suis Frédéric Barré, consultant en marketing, intervenant en école de commerce, passionné par les histoires de marques. Nous allons passer un moment avec leurs créateurs, leurs dirigeants ou leurs responsables de la com et partager leurs valeurs, leurs enjeux, leurs stratégies et leurs innovations. Bonjour Bruno. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de m'accueillir dans vos locaux à Aix. Je suis enchanté de pouvoir partager ces éléments avec toi. Ça me fait très plaisir aussi et je suis très attaché à Bertin, comme tu le sais aussi. Bertin Technologies, c'est une partie de l'histoire contemporaine du pays, de notre pays, de notre présent, de notre avenir. Pourquoi ? Alors Bertin Technologies, c'est une entreprise qui existe depuis quand même pas mal de temps. C'est une entreprise qui a été fondée en 1956 par l'ingénieur Jean Bertin. Donc nous portons le nom du créateur depuis un petit moment. C'est une entreprise qui a connu, comme souvent beaucoup d'entreprises, des hauts et des bas, et qui est restée longtemps sur la même, qui l'est encore sur la même ligne, c'est-à-dire que en fait, la France a besoin d'industriels innovants, se lançant dans des grands projets pour être capable de développer des activités diverses et variées, industrielles, pour le compte des citoyens, pour le compte de l'État, pour le compte de ses clients, et au final pour le compte du rayonnement de la technologie française. Voilà, donc elle a été créée en 1956, il y a eu plusieurs étapes. Elle est connue du grand public pour avoir développé ce qu'on appelle l'aérotrain, qui était un train sur coussin d'air, qui était en concurrence avec le TGV jusque dans les années 70. Au final, c'est le TGV qui a gagné, donc la solution technologique développée par Bertin n'a pas été retenue. Ensuite, cette entreprise, elle a été la propriété d'un groupe industriel qui s'appelait le groupe CNIM entre 2008 et 2022. Et le 27 avril 2022, Bertin Technologies a été racheté par un fonds d'investissement français qui s'appelle le fonds FCDE, qui est spécialisé justement dans ce qu'on appelle les carve-out, c'est-à-dire la sortie d'entités industrielles de l'industriel qui les possède, et dont la spécialité, c'est vraiment de leur apporter tous les éléments qui lui manquent pour son autonomie et son indépendance, pour qu'elle développe sa vie en toute autonomie et toute indépendance, c'est-à-dire qu'elle développe sa stratégie, son modèle opérationnel, et sa croissance et sa rentabilité, puisque en tant qu'entreprise privée, une entreprise privée, par définition, ça doit délivrer de la croissance et de la rentabilité au service de ses clients et au service de ses salariés. Donc, que fait Bertin aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Bertin est un industriel français à dimension européenne, puisque 25% de nos collaborateurs sont dans le nord de l'Europe, principalement en Suède, en Finlande, en Angleterre et en Allemagne. Donc 25% de nos collaborateurs sur un total de 650. Ce que nous faisons, c'est de l'instrumentation. Alors l'instrumentation, c'est un terme barbare, c'est un terme consacré pour dire qu'on fait des capteurs, des systèmes de mesure, des systèmes d'observation pour des applications dites scientifiques et ou critiques. Alors, qu'est-ce qu'une application scientifique ? C'est un scientifique lui-même dans un laboratoire, petit ou gros, qui achète nos produits pour produire sa science. Je peux vous donner des exemples. On vend dans les synchrotrons des miroirs pour les synchrotrons. Quand la NASA envoie sur Mars un robot de surveillance, elle envoie aussi un miroir fabriqué par nos équipes qui lui permet de faire des images de ce qu'elle voit sur Mars. Donc ça, c'est de l'application scientifique. Et nous fournissons aussi donc de l'instrumentation pour des applications critiques, où là, c'est plutôt des opérateurs sur le terrain qui vont utiliser nos équipements pour se protéger eux-mêmes ou pour protéger l'environnement. Vous avez des exemples alors, très concrets Pour se protéger eux-mêmes, vous rentrez dans une centrale nucléaire chez EDF, on vous met ce qu'on appelle un dosimètre pour vérifier que vous n'avez pas reçu de dose radioactive. 100% des dosimètres utilisés par EDF sont fournis par Bertin Technologies. Et on a par exemple aussi beaucoup d'activités dans le domaine de la défense, où nous sommes leaders européens de ce qu'on appelle les capteurs NRBCE. Donc c'est des capteurs qui sont utilisés par les troupes en opération pour vérifier qu'elles ne sont pas sous la menace
de ce qu'on appelle les armes de destruction massive, c'est-à-dire des menaces de type biologique, donc des bactéries, des virus, des menaces de type chimique, des gaz toxiques, ou des menaces de type radioactive, des sources radioactives qui pourraient les contaminer. L'entreprise existe depuis des années, vous en avez parlé, la marque n'avait jamais vraiment été travaillée en profondeur. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous vous levez et vous vous dites, tiens, ça serait bien qu'on ait une plateforme de marque? Alors, c'est pas tout à fait vrai. On peut avoir l'impression que la marque n'avait pas été à travailler en profondeur, tout simplement parce que le positionnement industriel de Bertin, le positionnement d'activité ne le nécessitait pas, puisque nous faisions beaucoup d'activités où la majeure partie de notre activité était en direction d'un petit nombre de clients qui nous connaissaient très bien. En revanche, moi, mon credo, c'est qu'on a toujours besoin d'une marque, en fait. Et donc, alors, on a toujours besoin d'une marque parce qu'une marque, c'est la signature de trois éléments, plusieurs éléments. Alors, peut-être qu'en discutant, on va en trouver d'autres, donc je vais pas me limiter à trois. De plusieurs éléments de la vie de l'entreprise. C'est d'abord, ça doit être une signature de l'histoire. Moi, je crois en l'histoire. Je crois pas aux révolutions comme ça où tout à coup on fait table rase du passé. Je pense qu'on avance en regardant ce qui s'est passé avant, en tirant bénéfice de ses erreurs et de ses réussites. Et dans le cas de Bertin, il y en a eu beaucoup, des erreurs et des réussites. Et ça nous rend très riches pour développer les technologies que nous allons avoir dans le futur et les solutions que nous apportons pour nos clients. La marque, elle aide à expliquer à tout le monde quelle est notre position sur le marché, qu'est-ce qu'on fait. Voilà. Et puis la marque, surtout, elle doit permettre de transmettre de la confiance. Même si vous êtes une société de technologie, vous vendez des solutions, ce qu'on appelle high-end en anglais. J'aime pas l'anglicisme, mais on en fait plein dans ce podcast, c'est pas très grave. Voilà, on en fait en podcast, c'est comme des étudiants en marketing, ils sont censés savoir parler anglais. J'aime pas le terme innovation, parce que c'est un terme qui a été complètement galvaudé par le pouvoir politique, et on a l'impression maintenant en France que l'innovation, c'est que la tech et c'est que les startups sur Internet. En fait, il y a beaucoup d'innovation dans l'industrie, et ça, c'est notre credo. Voilà. Nous, on vend des équipements tous les jours qu'on fabrique en France dans nos usines, et ces équipements, ils sont au top de la technologie mondiale de ce domaine d'équipement-là. Et pour expliquer à nos clients et pour que nos clients aient confiance dans le fait que l'équipement il est au top de la technologie, on a besoin de plusieurs choses, dont d'une plateforme de marque claire et lisible. Parce qu'un client maintenant, alors on fait, d'ailleurs au passage, ça permet de le dire, on fait 70% de notre activité à l'export. Donc on ne vend que 30% de notre chiffre d'affaires en France, ce qui est plutôt un très bon score pour une société française de technologie. Et quand vous vendez à un Américain un produit qui est fabriqué à Dieppe en France, puisqu'on fabrique tous nos produits en France quasiment, ou dans nos filiales à l'étranger en Europe, et l'Américain, il a toujours le réflexe d'aller sur Internet pour savoir où c'est qu'il achète le produit. Et donc, la plateforme de marque doit permettre de lui dire, voilà, c'est fabriqué par un industriel français, et à travers ce qu'il va voir de la plateforme de marque, tu peux lui faire confiance. Et alors justement, c'est quoi la mission de la plateforme de marque? Alors là, en revanche, c'est un peu le grand écart. Ouais. Puisque Bertin a subi quelques révolutions depuis les 4 ou 5 dernières années, et il fallait que la plateforme de marque permette aux clients de retrouver le nerf de la guerre de l'activité de Bertin, qui est passé d'une activité, dans les 10 dernières années, grosso modo, très diversifiée, où on faisait à la fois de la pharmacie, de la R&D pour l'industrie pharmaceutique, des études d'ergonomie, des études d'amélioration énergétique et des systèmes d'instrumentation, à une société qui s'est vraiment recentrée uniquement sur les systèmes et les produits d'instrumentation dans un mode très industriel. Voilà. Donc c'est sûr qu'on n'utilise pas les mêmes mots, on n'utilise pas la même plateforme de marque pour décrire une société d'abord plus petite, parce que en fait, au moment où on s'est recentré, le développement de la partie instrumentation a été très fort, et donc on est maintenant plus gros en termes de taille, en termes de puissance, que ce qu'on était avant quand on était diversifié. Donc la plateforme de marque que nous avons travaillée à l'occasion du rachat par FCDE, alors à l'occasion du rachat par FCDE, c'est pas un hasard. C'est nouvel actionnaire, nouvelle vie, nouvelle dynamique, nouvelle plateforme de marque. Quand vous dites ça en interne à vos collaborateurs, alors vous avez 3 types de collaborateurs, c'est très classique. Vous avez ceux qui s'en foutent, ça arrive, il y en a beaucoup. Vous avez ceux qui disent « Oui, super, on va avoir des trucs à raconter aux clients ». Et ceux qui disent « Oh là là, ça va faire peur aux clients, ce changement marketing. Puis alors, on va encore changer la couleur des logos, c'est du travail. » Je pense qu'il faut prendre du côté de « Oui, super, on va avoir des trucs aux clients ». Changer une plateforme de marque, c'est toujours une opportunité, pour peu qu'elle soit bien travaillée en interne, qu'elle soit bien portée au niveau de tout le monde. Et ça, chez nous, on a vraiment une valeur de transparence et de communication au niveau de tous nos collaborateurs, pour que tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices, quelle que soit leur position, soient un vecteur de la plateforme de marque. On ne sait jamais.
un opérateur dans une usine chez nous, il peut parler de Bertin dans sa famille, et dans sa famille, il peut y avoir un super ingénieur qui, grâce à ce qu'il va dire de la plateforme de marque, parce qu'il va utiliser les mots de la plateforme de marque, va postuler et va devenir un gars brillant, un brillant inventeur et un brillant industriel. À l'inverse, un commercial, quand il va aller voir son client, en utilisant le storytelling de la plateforme de marque, il va pouvoir convaincre son client que oui, vous pouvez nous faire confiance et vaut mieux acheter notre produit que le produit concurrent. Voilà. Mais ça répond pas à ma question. La mission de la plateforme de marque. La mission de la plateforme de marque, c'est quoi? Ce qu'il y a au cœur de la plateforme, c'est quoi? Ce qui est sorti de la plateforme de marque, c'est deux choses. C'est Bertin est un industriel de l'instrumentation pour des applications scientifiques et critiques. D'accord. Donc ça, pour le grand public, c'est pas forcément très lisible. Quoique quand on l'explique, ça le devient bien. Ouais. Et une fois que c'est bien implanté, ça va. Et la deuxième, ce qui est sorti de la plateforme de marque, c'est Excellence Drive Technology. Voilà. Puisque chez Bertin, en fait, ce qui est sorti de notre vie collective depuis 1956, c'est qu'on a toujours été excellent au top de la techno. Et qu'en fait, c'est cette excellence qui fait qu'on peut développer des technos qui sont utiles aux produits qu'on vend à nos clients. Et le troisième élément qui est sorti de la plateforme de marque, c'est un travail sur les valeurs de l'entreprise. Les valeurs de l'entreprise, alors, souvent, pas critiquer d'autres entreprises, mais ça peut être vu comme un passage obligé parce qu'il faut les mettre sur Internet. Oui, ça peut être vu comme du bullshit aussi. Voilà, ça peut être vu comme du bullshit. C'est ce que je voulais. Je voulais pas utiliser le terme, mais c'est ce que c'est pas de problème. Voilà. En fait, il faut l'utiliser comme les valeurs d'entreprise, ça veut rien dire. Les valeurs dans l'entreprise, ça veut dire les valeurs que les gens qui travaillent dans l'entreprise doivent être capables de développer chez eux s'ils veulent être en adéquation avec l'entreprise. Et c'est une question de cohérence. Si vous n'êtes pas en cohérence avec les valeurs de votre entreprise, alors quelque part, il va y avoir un misfit qui fait que votre capacité à vous développer dans l'entreprise, elle sera peut-être possible, mais il y aura des oppositions quelque part. Si vous adhérez aux valeurs de l'entreprise, voire même mieux, si vous participez à les construire, alors vous êtes aligné avec les valeurs de l'entreprise. Donc il ne s'agit pas d'être aligné aveuglément, hein. Il s'agit d'être consciemment aligné avec les valeurs de l'entreprise, ou en tout cas les valeurs qui ne vous vont pas, vous dire qu'elles sont importantes ou pas importantes pour vous, etc. Il s'agit vraiment d'être dans un référentiel de valeurs. Les valeurs, c'est Bertin, il y en a 4. C'est courage, esprit d'équipe, confiance, talent. Alors, il y a un petit storytelling là, sur ces 4 valeurs. Courage, parce que en fait, vous ne pouvez pas faire de la technologie sans être courageux. Faire de la technologie, sortir des nouveaux produits, nous on sort 2 à 3 nouveaux produits par an, dans des secteurs assez demandants, hein, enfin exigeants. Nous, on travaille dans la défense, dans le nucléaire, dans le spatial, dans ce qu'on appelle les grands instruments scientifiques, donc les synchrotrons, la Manip ITER dans le sud de la France, et dans des marchés de type hôpitaux et life science. Développer une nouvelle technologie, c'est toujours prendre un risque. Toujours. Prenez pas de risque si vous n'êtes pas courageux. Donc la première des valeurs de Bertin, c'est vraiment celle-là. Deuxième valeur, c'est esprit d'équipe. C'est beaucoup plus facile d'être courageux si vous savez que vous avez du monde derrière vous. Et si vous savez que si vous retournez, il y a des gens qui se lèveront pour dire « Bon, ok, je vais prendre sur moi, je vais t'aider ». J'imagine aussi que l'esprit d'équipe, c'est aussi avec les clients. Alors, oui, ça peut, bien évidemment. Ouais. Bien évidemment, on ne fait rien sans nos clients. Ça commence, en fait, on n'est pas courageux avec nos clients et on n'a pas le sens du travail en équipe avec nos clients si on n'est pas d'abord courageux en interne et d'abord le sens du travail en équipe en interne. D'accord. Voilà. Et ensuite, ça se voit auprès des clients et ça génère des modèles de travail, des habitudes de travail qui diffusent vers les clients et qui plaisent aux clients. La troisième valeur, c'est la confiance. Il n'y a pas d'esprit d'équipe sans confiance. Ça, c'est clair. Et puis, c'est aussi chez nous un moyen de dire que on essaye. Alors, pas toujours facile, hein. On essaye de faire confiance à nos collaborateurs pour que les idées un peu novatrices qui vont nous faire sortir des sentiers battus, qui nous secouent un peu, elles peuvent venir de la chaîne hiérarchique, mais si elles peuvent venir aussi des collaborateurs, c'est mieux. Et ça, si un collaborateur ou une collaboratrice n'a pas confiance dans le fait qu'elle peut sortir une idée et elle ne sera pas critiquée pour ça et qu'au contraire, on l'écoutera, il faut qu'elle ait confiance parce qu'a priori, son idée, elle l'a eue dans un cadre pas forcément de sa mission instantanée. Avec la confiance vient la responsabilité, c'est-à-dire le collaborateur ou la collaboratrice qui ont une idée, il faut qu'il sache se dire, bon, a priori, est-ce que c'est une idée qui va coller dans la stratégie ou pas? Et là, on reboucle, c'est-à-dire, si moi, en tant que patron, j'ai suffisamment bien fait mon job pour expliquer la stratégie, la plateforme de marque aux collaborateurs et aux collaboratrices, ils la connaîtront, et quand ils auront des idées, ils seront encore plus à même de se dire, est-ce que ça peut coller avec sa stratégie? Voilà, donc tout ça, c'est vraiment mouvant et ça fonctionne ensemble. Et la dernière valeur qu'on met en avant, c'est la notion de talent, pas la notion d'expertise, pas la notion d'excellence, parce que en fait,
L'expertise, l'excellence, c'est vraiment un talent brut, c'est vraiment un talent de science brute. Je suis un expert en mécanique des milieux continus, je suis un expert en électronique embarquée, etc. Nous, on préfère utiliser le terme talent parce que dans le terme talent, il y a un peu d'alchimie. Il y a un peu la glorieuse incertitude du sport. Il y a un peu la chance d'être là au bon moment. Mais en fait, il n'y a pas vraiment de chance. Il y a j'ai une opportunité pour développer un talent. Certains la saisissent, d'autres la saisissent pas. Bon, eh ben, celui qui ne saisit pas, on dira qu'il n'a pas de talent. Celui qui l'a saisi, on ne dira pas qu'il a eu du courage, on dira qu'il a du talent. En fait, il a eu du courage. Et là, je reboucle sur ma première valeur. Voilà. Ça veut dire que les valeurs de la marque employeur sont les mêmes que la marque commerciale. C'est exactement la même chose. Alors ça, il faudrait poser la question au client, j'en sais rien pour l'instant. On espère, mais c'est le but. Maintenant, en matière de communication, il y a ce qu'on dit et il y a ce que les autres comprennent et entendent. Hein. Donc voilà. On est trop neuf encore pour avoir fait un travail en profondeur de retour d'expérience là-dessus. Voilà. Qu'est-ce qui reste des valeurs de Jean Bertin, justement, dans l'entreprise aujourd'hui ? Je pense que Jean Bertin, il se reconnaîtrait dans ces 4 valeurs de courage. Il fallait avoir du courage pour développer une solution d'aérotrain contre la SNCF. Ouais. Il n'y a pas de doute, il avait du talent. Après, c'est quelqu'un qui a dirigé l'entreprise entre 1956 et 1970, 74, quelque chose comme ça. Il est mort assez jeune, en 76, je crois. Et il a dirigé l'entreprise quasiment jusqu'à sa mort. Alors, j'y étais pas. Donc, est-ce que dans son management au quotidien, il appliquait la valeur de l'esprit d'équipe et la valeur de la confiance Pour avoir lu quelques-uns de ses écrits, j'ai plutôt le sentiment que oui. Pour avoir discuté avec des gens de sa famille, j'ai plutôt le sentiment que oui. En revanche, ça, c'est des choses qui se vivent, c'est pas des choses qui se disent. Vous avez dit tout à l'heure que c'était au moment du rachat par un fonds que vous avez décidé de travailler plus profondément cette plateforme de marque. J'imagine que vous vous êtes posé la question sur le naming de la marque. Absolument. On s'est même posé la question de changer complètement de nom d'entreprise, c'est-à-dire de plus appeler l'entreprise Bertin, de faire une grande annonce en disant aujourd'hui Bertin devient Interbin ou je sais pas qui. Et en fait, rapidement, on s'est aperçu que ça aurait été une grosse erreur puisque Bertin possède 3 gros avantages. C'est quand même un nom assez connu, même à l'international. Jean Bertin, on ne le sait pas, c'est l'inventeur des inverseurs de poussée sur les réacteurs d'avion. C'est un des Français qui a été cité dans les années 2000 par l'Association américaine de l'aéronautique comme un des 100 personnalités ayant fait l'histoire de l'aviation au XXe siècle. Et en plus, en France, le nom est quand même assez connu dans le milieu de l'industrie et dans le milieu de nos clients, qui est quand même notre base de clientèle. Et puis il est prononçable à l'international. Et la deuxième raison, voilà, tu anticipes tout à fait, c'est tout à fait prononçable à l'international. Bertin, c'est prononçable partout et ça fleure bien français. Et moi, j'aime bien dire que, en fait, nobody's perfect, on est French et on est assez fiers de l'être, surtout si on a des bonnes technologies et qu'on est capable de les développer et de les vendre à l'export. Ce qui est le cas, hein, puisque, encore une fois, 70% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export. Ça veut dire que vous avez assumé ce nom, Bertin Technologies, au niveau international, et vous l'avez déployé sur les différentes filiales aussi qui ont changé de nom. Alors, on l'a déployé sur les pôles, puisque nos 3 pôles s'appellent Bertin Instruments, Bertin Photonique et Bertin Health and Life Science. Et on l'a déployé aussi sur les filiales. On a acheté récemment 2 filiales à l'international, une filiale en Finlande qui s'appelle Environix et une filiale en Suède qui s'appelle Exensor. Et donc les filiales maintenant s'appellent Bertin Exensor et Bertin Environix. Et je crois qu'il y a Winlight aussi. Winlight est une société française qu'on a achetée il y a effectivement en même temps qu'Exensor, qui s'appelle aussi Bertin Winlight, effectivement. Quel a été l'impact justement de cette réflexion sur l'identité de la marque, l'identité visuelle de la marque ? On a changé le logo. D'accord. Bon, donc alors est-ce que c'est un gros impact, un petit impact Changer un logo, je pense que moi, c'est une respiration nécessaire régulière, parce que d'abord, les logos, souvent graphiquement, ils sont datés de l'époque d'où on les crée. Donc, il faut remettre la marque et donc remettre le logo dans l'environnement graphique du moment. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas changé, le logo. Et puis, moi, je vois ce storytelling comme un tout, c'est-à-dire, on ne peut pas refaire une plateforme de marque, changer l'approche, un peu on va dire la sémantique et laisser le logo. Je pense que voilà, il faut vraiment voir le storytelling comme tout. Et encore une fois, ce qui compte dans le storytelling, c'est le fait de changer, d'expliquer aux gens pourquoi on le fait et d'avoir une occasion de plus d'aller voir ses clients et ses partenaires pour leur expliquer pourquoi. Et 2 ans après, vous en pensez quoi de ce changement ? 2 ans après, la boîte s'est bien développée, puisque en fait, on a fait une croissance assez forte dans les 2 dernières années. Il y a 2 ans, nous faisions 70 millions de chiffre d'affaires, 78 pour être précis, et l'année dernière, on en a fait 120. Alors après, est-ce que c'est la marque qui nous a permis de faire ça ? Il faut être pragmatique. En tant que professionnel de branding, j'ai envie de dire oui. Voilà, c'est ça. Bon, moi, en tant que président de l'entreprise, je dirais en partie. Voilà. Est-ce que c'est la marque qui nous a permis de faire ça ?
Probablement pas entièrement. Probablement que le talent de nos ingénieurs et de nos équipes est surtout à mettre en tête. En revanche, est-ce que ça a permis à certaines personnes de se resituer dans un ensemble qui avait besoin de réexpliquer sa position? Peut-être aussi. Est-ce que ça a permis de convaincre un ou deux talents de rentrer chez nous? Peut-être aussi. Voilà. Si ça m'a permis d'en gagner un seul talent, je suis content. C'est déjà pas mal. Quand on est une marque comme Bertin Technologies, on ne fait pas des spots à la télé, évidemment. C'est quoi les supports de communication pour toucher les clients? Alors, le premier, c'est les gens. Hein. Donc, chaque personne de Bertin est un ambassadeur. Je suis un vieux de la vieille de la com et du commerce. Le commerce, c'est la palabre. C'est, en plus, quand on vend des solutions de haute technologie, c'est des commerciaux, mais pas que, des chefs de projet, des ingénieurs techniques, tout un chacun qui, quand il va voir chez les clients, et nous, on vit en interaction avec nos clients, porte l'image de l'entreprise et donc porte la marque. Alors après, on a un deuxième pilier dans la communication qui est la communication via Internet. Ouais. Alors ça fait des années qu'on fait ça, et on a toute une équipe pour s'en occuper. Donc c'est une équipe marketing digital et ils font quoi? C'est les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est surtout beaucoup de logique sur les sites Internet pour que, en fait, la communication digitale, moi je dis souvent, c'est descendant et montant. C'est-à-dire, c'est chapitre numéro 1, vous avez un commercial qui a vu un client et qui a répondu à un appel d'offres ou qui a proposé un produit chez le client. Le client, quand il ne nous connaît pas, son premier job, c'est de faire une prise de référence. Sa première prise de référence, ça va être le site Internet. Donc, si votre site Internet n'est pas en adéquation à ce qu'a dit votre commercial ou la personne qui l'a vu dans l'entreprise, déjà, il va se poser une question. Alors que s'il est tout de suite en adéquation, il ne se pose pas de questions, il se concentre sur l'essentiel, c'est est-ce que je vais acheter le produit? Voilà. Donc déjà, ça, c'est un premier élément. Donc ça, c'est l'élément descendant. Hein. Je suis un client, je prends une prise de référence. L'élément montant, c'est un élément de génération de leads. Où en fait, pour simplifier la vie des commerciaux, plus on a des gens qui nous appellent chez nous, mieux on se porte. Ça permet d'avoir des appels entrants. Voilà. Et là, on est plutôt en broadcast d'information. Donc là, on ne va pas utiliser les sites Internet. On va utiliser d'autres techniques, du style les réseaux sociaux, l'emailing, etc. C'est pas tout à fait les mêmes approches, mais au final, ça concourt à un ensemble qui a comme objectif d'augmenter la présence de Bertin auprès des gens qu'on a envie de toucher, et j'en parlais tout à l'heure de confiance, hein, c'est même dans les valeurs, et d'augmenter le niveau de confiance qu'ils vont avoir dans la société. Et quand je dis les clients, je dis pas que les clients, je dis les collaborateurs aussi, hein, c'est-à-dire les nouveaux embauchés de plus en plus qui viennent chez nous, de manière logique, ils se renseignent sur la boîte. Donc ils vont se renseigner à travers ce qu'on voit de la boîte. Qu'est-ce qu'on voit, son site internet, la page LinkedIn. Voilà, etc. Cet aspect travail autour des sites Internet, on travaille depuis longtemps. En revanche, comme on était sous un groupe industriel avant, il y a des aspects de communication corporate qu'on n'avait jamais travaillé, qui étaient laissés à la notion de groupe, au niveau du groupe, et qu'il faut qu'on travaille maintenant. Donc, typiquement, par exemple, la prise de position sur les valeurs humaines de Bertin, sur comment on travaille chez nous, sur éventuellement notre prise de position sur certains sujets de société comme l'égalité homme-femme, etc. Ça, c'est quelque chose qui est absent des réseaux sociaux parce qu'on n'a jamais eu à communiquer dessus, sur lequel on est un peu en train de faire un effort, parce que non seulement on pense que c'est des sujets importants pour la société avec un petit S, c'est-à-dire Bertin, et pour la société avec un grand S, c'est-à-dire les gens qui nous écoutent. Voilà. Le troisième pilier, il rejoint le numéro 1, c'est on fait beaucoup de salons quand même et de présence à l'international et en France pour aller au contact des clients. Bien sûr, qui viennent vers vous alors que vous récupérez ou qu'on récupère sur les salons. Voilà, et on a des activités assez diverses, encore une fois, des projets où là on est plutôt en interaction assez étroite avec les clients, des produits où là on est plutôt sur de la dynamique de vente classique, je présente des produits, j'essaie de convaincre. D'accord. Comment est organisée l'équipe marketing? J'ai une super chef à l'équipe marketing. Ouais. Qui s'appelle Charlotte, je crois. Qui s'appelle Charlotte Riquier. Et comme c'est une super chef, c'est elle qui gère. D'accord. Il y a combien de personnes avec elle? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, ça dépend parce que en fait, c'est une profession qui est très féminisée et qui a beaucoup de talent sous Charlotte, plutôt jeune. Donc là, on jongle entre les nouveaux, les entrants, les congés maternité, etc. Donc en gros, je pense qu'en permanent, Charlotte, elle doit avoir, elle compris, à peu près 6 personnes. Ça monte parce qu'en fait, il faut inclure maintenant les équipes marketing de nos filiales à l'étranger qui en avaient déjà. Donc plutôt l'ensemble du marketing chez Bertin, on va dire, si j'inclus les filiales à l'étranger, c'est peut-être 7 à 8 permanents et 3 ou 4 apprentis en permanence. L'aventure entrepreneuriale Bertin, donc elle existe depuis 70 ans. On s'imagine dans 10 ans, dans 15 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de Bertin Technologies à ce moment-là? Alors, je ne vais pas répondre tout de suite à ta question, Frédéric, si tu me permets. Je vais déjà commenter la notion d'aventure entrepreneuriale. Donc,
Il y a plusieurs facettes dans la notion d'aventure entrepreneuriale. La première facette, c'est une facette qu'on a gagnée l'année dernière en étant acquis par la société FCDE. Et en la matière, comme je dis tout le temps, la finance, c'est pas notre ennemi, c'est plutôt un allié, là. C'est une facette d'autonomie et de sens des responsabilités sur les décisions stratégiques. Les décisions stratégiques, c'est Bertin, c'est pas un actionnaire ou un centre de décision quelque part dans une tour de la Défense ou à Portsmouth en Angleterre ou à Londres ou à New York qui nous les donne. Et voilà, c'est la direction de Bertin qui définit le plus possible en lien avec ses collaborateurs. Alors après, une entreprise, c'est pas une démocratie, mais on a plutôt une tradition d'ouverture chez nous et on discute des axes stratégiques avec les collaborateurs. Et donc, on est à la fois heureux de pouvoir piloter cette stratégie et donc responsable. Il faut qu'elle fonctionne. Voilà. Donc ça, c'est déjà la première facette de l'aspect entrepreneurial. La deuxième facette de l'aspect entrepreneurial, c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important, c'est la notion de partage de la valeur. Une entreprise, ça crée de la valeur. Ça crée de la valeur parce que ça crée des produits qui sont utiles pour ses clients. Première des créations de valeur. La deuxième des créations de valeur, c'est que pour faire ça, ça a besoin de collaborateurs, de talents, de collaboratrices, de talents. Et ça crée de la valeur parce qu'il y a des talents qui travaillent chez nous, ne serait-ce que parce qu'on les paye tous les mois et que du coup, ça participe au fait qu'en France, on peut déployer une carrière quand on est quelqu'un qu'on a du talent. Voilà. Donc ça crée de la valeur à travers la masse salariale qu'on génère. Et puis ça crée de la valeur parce que ça génère du profit. Il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Ça génère du profit. Et le profit, c'est le carburant de la croissance, c'est le carburant de l'innovation et c'est le carburant de la prise de risque. Si vous générez pas de profit, prendre du risque, c'est pas facile. Quand on génère un profit, quand on est rentable, prendre du risque, au pire, on baisse la rentabilité. Alors, ça plaît pas à tout le monde, hein, dites pas ça à ma banque, enfin à la banque de Bertin ou aux actionnaires, mais c'est plus facile de prendre des risques et de développer une nouvelle technologie quand on sait que par ailleurs, l'habitude de la société, c'est de travailler à optimiser sa profitabilité, ce qui est normal dans une entreprise normale. Donc ça, c'est déjà ce que je voulais faire comme commentaire autour de qu'est-ce qu'on entend par entrepreneuriat. Voilà. C'est pas que une position dans l'entreprise et je veux développer des voitures électriques qui vont sur Mars. Non, c'est pas que ça être entrepreneur. C'est aussi emmener avec soi tout un ensemble de gens sans qui on fait rien, quoi. Et à tous les niveaux de l'entreprise. Voilà. C'est à l'opposé d'Elon Musk au final. Là, on n'écrase pas les autres. Je sais pas. J'ai utilisé le terme de voiture, mais je sais pas si Elon Musk écarte ses collaborateurs aux États-Unis. Bon, oui, ça a pas l'air d'être cool. Ça a pas l'air d'être cool. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Alors. Donc le deuxième, c'est. Et donc dire qu'est-ce qu'on voudrait qu'on dise de l'entreprise. Ouais. Dans 10 ans, dans 15 ans. La première des choses, c'est que j'aimerais qu'on puisse tirer la ficelle de ce que je viens de te dire. En gros, si dans 15 ans on dit Bertin, c'est une société qui a réussi son virage industriel, donc qui est un virage qu'on a déjà pris il y a 5-6 ans et qu'on amplifie maintenant, qui vend des produits qui sont en leadership européen, parmi les meilleurs européens dans son domaine de marché, qui a réussi un enjeu de croissance fort, parce qu'en fait, manager une boîte qui fait 400 personnes, 70 millions d'euros, c'est pas la même chose que manager une boîte qui en fait 700 et 120, hein, et dans lequel les collaborateurs et les collaboratrices ils font un travail sympa et qui sont heureux, c'est pas mal déjà. Ça serait pas mal. Ouais. Quelque part, c'est ce que je te disais en préparant la réunion. Exactement. Moi, je suis beaucoup plus pragmatique. J'ai envie qu'on dise de moi que j'ai fait mon job. Tu parlais aussi dans la préparation de ce podcast des citations des blockbusters américains. Si tu devais conclure avec une citation d'un blockbuster, tu dirais quoi? Alors, il m'a pris au piège. Donc, dans Le Seigneur des Anneaux, dans le premier épisode du Seigneur des Anneaux, le héros, Frodon, vient voir le deuxième héros, Gandalf, en lui disant c'est trop lourd ce que vous me demandez de faire, j'y arriverai pas, je suis fatigué, je suis malheureux. En gros, il lui dit ça. Il lui dit pas ça comme ça, mais en gros, il lui dit ça. Et Gandalf lui répond un truc du style, comme tous ceux qui ont une mission un peu sombre, tu préférais pas être là, mais t'as pas le choix. Et l'essentiel, c'est qu'est-ce que tu fais du temps qui t'est imparti. J'aime bien cette phrase parce qu'elle dit beaucoup de choses. Elle dit, en fait, on peut pas tout contrôler. Et moi, à ma position, je peux pas tout contrôler. L'essentiel, c'est de bien faire son job, de faire confiance aux gens qui sont autour de vous, de vous appuyer dessus. Et a priori, si les gens avec qui vous travaillez, ils ont un peu de talent et si vous en avez un peu, tout devrait bien se passer. Merci Bruno. Merci Frédéric, c'était très intéressant. À bientôt.
Vous venez d'écouter 30 minutes de Marc au Soleil à Aix-en-Provence avec Bertin Technologies. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à le partager, à le liker sur les réseaux sociaux et à en parler à vos contacts. Bye bye.